Bienvenue dans les mots pour le dire. Et aujourd'hui, celui qui vient se dire, raconter et aussi narrer et se narrer, mon invité s'appelle M. Maïssa Mbaye. Maïssa, bonjour. Bonjour, cher ami Nongo. Très heureux d'être là avec toi, de partager un moment. Mais oui, accueillir celui qu'on appelle le prince des poètes et le Léo Ferré africain, forcément c'est un honneur. Mais pourquoi ces deux sobriquets en fait? Je peux dire que cette appellation m'a été donnée par un ami, écrivain, avec qui je croisais le Verbe à Paris, Kéredine Chelal, et qui était venu me voir en concert et puis qui avait écrit ce mot-là, qui avait écrit un petit article sur moi où il m'appelait, il faisait référence à Léo Ferré dans les textes. Et puis, prince des poètes, parce qu'il savait que j'étais d'une descendance, d'une famille de griots, et que dans cette descendance de famille de griots, on nous appelait des bourguewel. Et comme je n'avais pas la prétention d'être un roi, mais seulement un petit prince, il a voulu accoler cette hérédité-là sur mon nom. Et Kéredine, que je n'ai pas revu depuis maintenant très longtemps. Et un ami sincère, un poète, comme toi d'ailleurs. Et depuis lors, il y a eu ce chemin initiatique qui fait que justement, il y a eu l'initiation fondamentale en fait, qui est née avec le frère Cheikh Mbaye Baka. Qu'est-ce qu'il a apporté Cheikh Mbaye Baka dans ta vie? Au-delà de Cheikh, j'ai eu la chance d'être né dans une concession à Dakar, pas dans un appartement. Et dans cette concession, cette maison familiale à Fanok, mes oncles, mes pères, tous les soirs, nous vivions la culture africaine. Dans son ensemble, il y avait là des historiens, des chanteurs, des poètes. Et c'est dans cet univers-là où j'ai baigné. Et à la mort de mon père, l'aîné, qui vit encore, Cheikh Mbaye, a voulu continuer cette initiation, a voulu perpétuer la tradition. C'est ainsi qu'il nous a formés, nous tous. Il nous a formés au chant, il nous a formés à la préservation aussi de notre culture. Et c'est vrai que je lui dois beaucoup, je lui dois tout. Et c'est mon idole à moi. Cher, c'est vraiment mon idole. Et Maïssa Mbaye, il est musicien, guitariste, il est compositeur, il est chanteur. Et à chaque fois, je dis aux gens, je connais deux chanteurs dans ce pays qui ont à peu près les mêmes tonalités vocales, la même tessiture vocale. C'est Mahou Lebougueux de Tcharoy et c'est Maïssa Mbaye, avec sa voix de baryton qui est extraordinaire. Et du coup, on retrouve Maïssa Mbaye avec cette voix. Cette voix, Maïssa. Tu sais, mon cher frère, Nongo, toi qui es un homme de culture, on confond beaucoup deux choses. Avoir une belle voix et savoir chanter. Avoir une belle voix, c'est quelque chose qui est inné comme ça, tu as une belle voix. Savoir chanter, c'est savoir utiliser toutes les potentialités de ta voix. Et je peux dire qu'ici, dans notre Sénégal, pour moi, un des chanteurs les plus desserrés, un des chanteurs les plus harmonieux, c'est Mahou. Parce que Mahou, il travaille dans toutes les tessitures de la voix. Et c'est dommage parce que dans le landerneau un peu de la variété sénégalaise, on ne le voit plus. Mais c'est ça la différence. C'est avoir une belle voix et savoir chanter. C'est pas pareil. Mahou, il est maintenant chef de quartier à Thiaroye-sur-Mer. C'est justement, je sais, il est là-bas. Mais en fait, on retrouve ce jeune qui vient du lycée Blaise Diagne, notamment de l'internat du lycée Blaise, à l'époque où il y avait les internats. Et on le retrouve en train ce que j'appelle dans le monde de l'errance, en France, à Atlanta, à Arles, etc. Mais parle-nous un peu de tes errances, Maïssa. Mais tu sais, moi, quand j'étais jeune, dans mon quartier à Fanok, nous rêvions tous de voyage et de musique. En fait, à Fanok, il y avait deux catégories de jeunes. Les jeunes qui étaient des sportifs, Roger Mendy, footballeur, est sorti de Fan, et les artistes,
Nous étions tous à l'école des arts. D'ailleurs, j'ai un de mes cousins qui était un des premiers élèves de Béjar, Ousmane Boub Kouti, qui vient de décéder. Donc, Fann Hock, c'était un quartier, un vivier. Et nous rêvions tous d'aventure. Nous avions créé notre premier groupe de musique, qu'on appelait, je ne me rappelle plus du nom. Et il y avait des amis qui étaient inscrits en violon à l'école des arts, etc. Et on avait une petite bande là-bas. Et il faut dire que bien avant nous, il y avait un orchestre, le Rio Orchestra, qui était basé à Fann. Oui, donc, le Rio, un vivier de grands frères qui tous étaient des artistes. Doura Mané venait chez nous dans notre quartier. Et il venait... voilà, donc on avait cet imaginaire-là. Et on a tous grandi avec cet imaginaire qui a fait que plus tard, nous avions tous voulu devenir musiciens. Je me rappelle, il y avait un concours de jeunes talents il y a très 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 longtemps et qui était parrainé par le Khalam. Dans ce concours, d'ailleurs, Ismaël Lô avait fait le concours et je me rappelle bien, je l'avais fait aussi parce que nos référents, c'était le Khalam, c'était West African Cosmos. West African Cosmos, yeah. Voilà, tous ces grands aînés. Idi Diop, je crois, Idi faisait partie de West African Cosmos. Oasis. Oasis était le bassiste. Oasis était le bassiste. Donc voilà, on a baigné dans tout ça. Et peut-être que notre envie de devenir musicien est née de tout ça, de ce contexte, de notre quartier, et puis de tous ces aînés-là qui venaient, qui étaient beaux, qui étaient des aînés éloquents. Voilà, on a eu beaucoup de chance. Mais l'envie de partir, Kunta Kinte, tout ça, voilà, parce que c'est la France quand même, et puis il y a les États-Unis, et puis il y a Arles, oui. L'envie de partir est faite d'abord parce que moi j'ai eu un peu de malchance. Ma malchance, c'est que j'étais assez bon à l'école, et mes parents me prédestinaient à autre chose qu'à devenir musicien. Il faut dire qu'à cette époque-là, être musicien au Sénégal, c'était pas un métier que les parents voulaient pour les enfants. On avait peur de ça. Voilà. Et comme je travaillais bien à l'école, j'ai eu mon bac dans un quartier où sur 100 jeunes, il y en avait 5 ou 10 qui avaient leur bac, dont moi. Et puis j'ai pris l'occasion de partir en Europe, justement, parce que je savais que c'était le terreau où je pouvais m'exprimer. Ici au Sénégal, c'est difficile, c'est très difficile par rapport au statut d'artiste. Et puis c'était très très difficile aussi par rapport à ceux dont mes parents me prédestinaient au vu de mes études et quelques capacités intellectuelles. Et l'Europe m'a ouvert les portes. Et après l'Europe la France est devenue assez petite pour moi. Il me fallait bouger. C'est ainsi que j'ai vécu, que je suis parti à Atlanta et que grâce à mon métier de musicien, j'ai pu aussi bouger un tout petit peu. Tu as travaillé avec Arrested Development? J'ai travaillé à Atlanta, parce que j'ai toujours mené la pédagogie à la musique. J'étais prof de African Voices. J'enseignais le chant africain et j'étais très ami avec Adjile, une des chanteuses choristes de Arrested Development, avec qui on avait fait un duo en 1996. Le jeune Eken commençait de démarrer. Et je pense que j'étais allé aussi chez son père, où j'avais mangé, etc., qui nous avait invités chez lui. Voilà, cette envie de voyage. Voilà, le voyage, voyager, ne pas rester tout le temps dans son petit coin. Et l'Europe était vraiment l'endroit idéal pour vivre les expériences. Et puis Paris, c'est aussi autre chose. C'est des rencontres, c'est des aventures qui peuvent se lier, des rencontres musicales. Paris, quand même, c'est le monde. Justement, d'ailleurs, tu parles de rencontres musicales. On voit que tu as fait un parcours avec la poésie occitane, avec le flamenco, avec la musique aussi folklorique aussi, et puis la musique, le folklore arabe. En fait, voilà quoi. Tu es en fait un personnage qui n'arrête pas de naviguer entre des espaces. On se demande si ces espaces qui sont absolument, qui se complètent, complémentaires, ou est-ce que c'est des espaces adjacents qui, à un moment donné, se rejoignent? C'est quoi ces voyages qui sont en dehors des voyages seulement du corps et de l'esprit? Il y a ces voyages musicaux que tu fais, flamenco, musique arabe,
la musique andalouse, etc. Mais parce que pour le flamenco, j'ai vécu en Arles, dans le quartier de la Roquette, qui était le quartier des Gitans. Et donc mon idée, au début, c'était de comprendre cette culture gitane. Et j'ai aussitôt vu que mon héritage musulman croisait cet héritage gitan musicalement, par les gammes, etc. Et donc c'était une curiosité. Et d'ailleurs, on avait aussi comme ami un des fils de Manitas de Plata à Montpellier, avec qui on avait fait des projets. Mais je pense que la musique, elle est universelle et que son écriture l'est aussi, et que les rencontres musicales aussi te forgent. Quand j'ai voulu apprendre le gospel, je me suis dit que je n'allais pas prendre un professeur de gospel à Paris. Il fallait que j'aille là où le gospel existe, aux États-Unis. Et je me suis dit, où aux États-Unis? J'ai dit, écoute, je vais aller à Atlanta, parce qu'Atlanta, Georgia, c'est le lieu où les Noirs sont assez culturellement intéressants. Et c'est ainsi que je suis allé à Ebenezer Church, qui était la chorale de Martin Luther King. Je fréquentais un peu cette chorale, un tout petit peu. Et un 24 décembre, c'est un 24 décembre où j'ai appris et compris le chant américain, le gospel. Il y avait plus d'une trentaine des meilleures voix du sud des États-Unis. Et j'étais là, spectateur, et je prenais un cours magistral. Je voyais un basse qui, en un moment, allait en voix de tête. Mais je voyais une panoplie de richesses. Et je me suis dit, voilà, c'est ça. Et puis, le parallélisme entre ces voix et nos voix africaines. Quand je vois ici les chanteurs du spirituel, de nos chants religieux, quand on les croise avec le gospel américain, je me rends compte que, voilà, il y a un lien commun, quoi. Le lien commun, c'est le lâcher-prise. Un Américain qui chante noir américain, peut-être c'est le fruit de la souffrance, c'est le fruit d'une histoire. De son histoire. C'est son histoire qui se raconte par sa voix. Ici, quand un chanteur du spirituel chante aussi nos différents chairs, c'est le spirit qui accompagne la voix. Donc, voilà. Et cette curiosité-là, moi, je vis pour ça. Et je crois que le voyage forme aussi. Et c'est ce que m'a apporté, en tout cas, ces différents types de voyages. En fait, c'est ce qui fait vraiment ce que moi j'appelle la polyphonie de Maïssa Mbaye. C'est-à-dire que quand on voit le répertoire, ton répertoire qui est large, il fait les chants et rythmes traditionnels africains, tu es dans le blues, dans le jazz, il fait gospel, comme tu disais tout à l'heure, il est dans la soul music, dans les chants polyphoniques, il y a dans les percussions vocales, dans le chant classique, et même dans les chorales, parce que je crois qu'il y a aussi le moment Paris, je crois, à Atlanta, une chorale, je crois. Oui. Tu dis, mais c'est un vaste panel quand même, c'est un répertoire extraordinaire, quoi. Mais c'est toujours dans le domaine... si on s'arrête sur les percussions vocales. Les percussions vocales qui, ici, étaient un style de musique. Un style de musique, dans les recherches que j'ai eu à faire, qui était assez, justement, prégnant dans le Cayor. Et c'est une histoire fabuleuse parce que c'est l'histoire d'un roi qui a perdu son griot préféré dans un champ de bataille. Il décide que, durant tout son règne, il ne voulait plus entendre de percussion parce qu'il avait perdu son tambour-major. Alors les familles griottes commençaient à s'ennuyer. Ils ont remis dans la voix toutes les gammes de la percu, qui va du nerf la plus haute en voix de tête jusqu'à la percu la plus lourde en termes de sonorité. Et c'est un style qui est resté. Et quand je suis allé aux États-Unis, que j'ai vu Bobby McFerrin faire ça, etc., ça m'a rappelé beaucoup cette tradition vocale et percussion qui était ici dans notre pays. D'ailleurs, dans un de mes albums que j'avais fait avec Sékou Diabaté du Bembeya, il y avait un titre Avignon, comme ça. c'était Avignon, c'est ça. C'était Avignon, un titre comme ça que je faisais autour de ces percus. C'est dire aussi qu'on doit se réapproprier ces patrimoines-là qui sont ici en Afrique et combien aussi universels. Oui, mais justement, Maïssa, par rapport à toutes ces voix qui sont en toi, est-ce que tu peux nous
exalter une de ses voix ou plusieurs de ses voix. Ngajare borzo ma bumbinde ne jai Mamadou khairu nas khairul anbiya you Suway gudema way gite mi chimbe sa jeng pende je jore Eh bien voilà ce qui explique que Maïssa Mbaye puisse donner des cours de vocal coaching, comme il dit si bien, pour une parfaite maîtrise des techniques vocales, justement. Mais Maïssa, il y a eu 2006. Qu'est-ce qui se passe en 2006 dans ta vie? Mais non, 2006 avec toi. Hein? Alors j'avais fait un projet autour de Senghor, j'avais mis en musique ses poèmes. On avait fait un joli livre dont tu avais illustré chaque poème. Et avec ce projet qui s'appelait Entre Seine et Sine, nous avions beaucoup voyagé, beaucoup tourné. Et 2006, c'est vrai que c'est une étape aussi un peu de ma vie parce que j'avais décidé juste après ce projet de rentrer au Sénégal, de revenir et de m'installer à la suite de cet album. Et je suis rentré à Dakar. Et depuis 2006, je suis entre Dakar et puis la France et partout ailleurs. Puis 2006, il y a eu aussi Alexandrie. Oui, il y a eu Alexandrie. On a joué tous les deux au Centre culturel français. On a été très bien reçus. Je ne connaissais pas l'Égypte. J'avais trouvé un pays très particulier, un pays très particulier. Et pourquoi? Parce que tout simplement, je voyais beaucoup de femmes voilées quand j'étais allé en Égypte. Je ne comprenais pas encore. C'est vrai que c'est un pays qui est resté... pour moi, un pays très complexe. Je voyais un peu de liberté, une fermeture, je voyais les deux aspects de ce pays. Mais on y mangeait bien et puis on a été très bien reçus. Mais moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'en préparant justement Entre Seine et Sine, il y a eu deux espaces qui ont été des espaces très intéressants pour toi, parce que des espaces de pèlerinage. Il y a eu la Bretagne, d'un côté, et de l'autre, Joal Fadiout. Alors donc, c'était deux pôles tellement différents. On s'est dit, mais pourquoi il est passé d'un pôle à un autre, quoi? Pourquoi la Bretagne, surtout, pourquoi pas la Normandie, ou la Vendée, ou je ne sais pas quoi. Et puis là, pourquoi aussi, Joal, bon, on comprend, parce qu'il y a le poète Senghor. Mais pourquoi ces deux pôles-là? Mais parce que tu le sais aussi bien que moi, parce que tu écris. Et puis, tu écris, tu composes. On a besoin des fois de solitude. Quand on veut écrire des choses, quand on va aller au plus profond de nous-mêmes pour en sortir ce que nous pensons être le meilleur. Et j'avais une amie qui avait une maison à Lultidi, en Bretagne, et qui me l'avait prêtée. Et je suis allé faire ma résidence, écrire, composer sur les poèmes de Senghor. Et par la suite, j'avais fait venir le pianiste et on avait travaillé. Et toutes les compositions de cet album ont été faites justement là-bas. Et par la suite, je voulais me coller à la réalité du poète Senghor. Je suis allé dans son village natal pour bien comprendre sa poésie. Parce que dans la poésie de Senghor, paraît toute la culture sérère. Et j'avais besoin de... Voilà. C'était ça. Et après, je crois que j'étais assez prêt pour entrer en studio parce que je comprenais les poèmes, il y avait la musique. Mais il me fallait d'abord un silence, travailler et puis comprendre aussi le terroir de Senghor. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est que entre les tonalités vocales de Maïssa, c'est-à-dire la tonalité grave, aiguë et médium, si je comprends un petit peu, eh bien, il y a aussi le fait qu'on ne dit pas assez que Maïssa Mbaye chante en wolof, en mandingue, en créole, en arabe et en français. C'est quand même un large panel de langues linguistiques. Oui, c'est notre, je dirais même pas aptitude, c'est l'amour qu'on a des langues. Ouais, les langues voyagent et puis nous sommes métis, nous sommes au creuset ici au Sénégal de beaucoup de cultures, la culture arabe, parce que moi, mes pères ont appris la langue arabe à Nimzat, vers la Mauritanie.
nos humanités dans les lycées, toi qui fus mon aîné au lycée Blaise Diagne, fait Oui. qu'en général, on apprend 3 langues, la langue française, chez moi c'était l'anglais et l'espagnol. Et tout ça. Mais j'ai un regret. Mon regret, c'est que je n'ai pas appris les langues traditionnelles du Sénégal. J'aurais voulu... voilà, ça c'est un regret que j'ai parce qu'au lycée, on n'a pas appris le poulard, le sérère, le manding, etc. Et plus tard, ça nous fouette au visage parce que des fois, on a envie de regarder la langue manding. C'est une des plus belles langues, la langue peul, la langue tout couleur. Et je crois que aussi l'éducation nationale doit rattraper ça. Il faudrait qu'à l'école, quand même, que nous puissions apprendre nos langues nationales. Et ça nous sert beaucoup. Là, je crois que c'est David Diop, dans l'introduction de son magnifique recueil de poèmes Coup de Pilon, qui dit justement qu'il n'est pas du tout concevable qu'il puisse exister une littérature africaine, sénégalaise, sinon basée sur les langues nationales. David Diop, à l'époque, le disait. Mais quand moi je dis terreau, toi tu me chantes quoi? Tout de suite là, terreau. Intero kibaro membenda Afrique le kumbo dono mirobena Guinée-Bissau Afrique dunia mbela mobeto yemanta Bega kafudwala fola sale jansone Amical Cabral ñu jambar dem na ni Intero kibaro membenda Afrique le kumbo dono mirobena. Et puis il y a eu, bien sûr, avec Kunta Kinte, il y a eu Night in Casamance. Et puis Poula. Un proverbe qui dit que le séjour dans l'eau d'un tronc d'arbre jamais ne le fera devenir un crocodile et qu'un sérère jamais ne sera un berger. C'est l'histoire d'un berger d'ailleurs qui voulait devenir un pêcheur. C'est un des aspects de notre philosophie orale qui est faite aussi de morale. Femme nue, femme noire. Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton ombre, la douceur de ta main bandait mes yeux. Et voilà qu'au cœur de l'été de midi, je te découvre, t'es promise, du haut d'un col calciné. Ta beauté me foudroie en plein cœur comme l'éclair de nègre. Oh Théo Lérena, oh Théo Lérena, oh Théo Lérena. Femme nue, femme obscure, fruit mûr à la chair ferme, sombre extase du vin noir, bouche qui fait l'aider que ma bouche. Savane aux horizons, savane qui frémit aux caresses ferventes du vent d'Est. Tam-tam sculpté, tam-tam tendu, qui gronde sur les doigts du vainqueur. Ta voix grave de contralto et le chant spirituel de l'éternel. Oh Théo Lérena, oh Théo Lérena. Femme nue, femme obscure, huile que ne nul souffle, huile calme au flanc de l'athlète, au flanc des princes du Mali.
Gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau. Oh, délice du jeu de l'esprit, les reflets de l'eau rouge sur ta peau qui s'énoire. À l'ombre de ta chevelure, s'éclaire mon angoisse au soleil prochain de tes femme noire, je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'éternel, avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie. Racines de la vie. Tu es la racine de ma vie. Voilà, femme nue, femme noire. Alors Maïssa, femme nue, femme noire. Alors ce clip me rappelle beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs. On était une bande de copains quand on a sorti cet album. C'était sorti chez Comet, Eric Troisset qui était le producteur de Tony Allen. Et c'est Olivier Taïeb qui a réalisé ce clip. On l'a fait avec beaucoup d'amour, vraiment beaucoup d'amour, parce que l'idée c'était autour de ce clip d'être resté fidèle à la poésie de Senghor. Et on a cherché, d'ailleurs, ils ont voulu me filmer à moitié nu, essayer de trouver des images très naturelles. C'était vraiment un souvenir très intéressant, très enrichissant pour moi. En fait, vous avez vraiment cherché à aller à la source de Femme Noire, Femme Nue, Femme Noire. Oui, tout à fait. C'est tout ça, quoi. Ça a été incarné dedans par une jeune fille qui justement voulait une jeune fille au teint noir pour vraiment célébrer la beauté de la femme noire. Tu sais très bien qu'ici au Sénégal, il y a beaucoup de femmes qui s'éclaircissent la peau par complexe ou par je ne sais pas quoi. Et cette beauté noire-là, il faut qu'elle soit célébrée. Actuellement, c'est un peu un thème actuel là, par rapport à la dépigmentation. Aujourd'hui, je crois qu'il y a même des manifestations de femmes qui se battent contre ça. Mais Maïssa, maintenant, là, nous allons faire un petit voyage musical avec, à la guitare. Tu es d'abord guitariste. Et pour ça, on va demander donc, à notre très chère Adja, notre caméra woman, de nous apporter une guitare pour vous, Maïssa. Ah, elle est belle. Merci, Adja. Elle est belle. Merci. Alors, je vais vous faire une petite... c'est une chanson conte qui m'avait été donnée par ma grand-mère Fatou, puisqu'elle fait partie aussi de celles qui m'ont beaucoup éduqué, initié à la culture, à ma propre culture. Et c'est l'histoire d'un muezzin qui, justement, avait... vous savez, en Afrique traditionnelle, il y a des jours où la chasse était interdite. Et ce muezzin n'avait pas respecté cet interdit, était allé chasser. Il a tué une belle biche, sa femme en fit un ragoût des plus délicieux. Et ce qui se passa, c'est que du ventre du muezzin, il y avait la maman de biche qui chantait « Mimi ma falanayay ». Et le conte finit ainsi, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était lui, l'imam, le wali du village qui avait enfreint la loi. Il fallait qu'il parte se réinitier. Et enfin, il allait faire des voyages initiatiques au pays des 7 collines, etc. etc. Eh bien, c'est un conte qui date de très longtemps. Eh bien, on y va. Mimi ma fallana yaay Mimi ma fallana yaay xale yi
leen di jooy say biir andi na ma mi ma fal na yaay sama maam booy jëri ma cembe yoo ma dan na ma lebal bi ma nekkee guna da xam ma ngi tegu sama bopp mi ngi naan mi ma fal na yaay mi ma fal na yaay mi ma fal na yaay. Madame, Monsieur le juge de la République, qui juge, tranche, décide de nos vies, qu'avez-vous appris dans vos livres à parure d'or? Sinon l'art de vaincre sans avoir raison. Vous n'avez même pas traversé le pays des 7 collines, même bu aux sources de Diane. Nous hurlons au vent détresse et peine nul n'entend. Mi ma fa la na ya mi ma fa la na ya. Bravo Marcel, Maïssa, merci beaucoup, mais je crois que vous pouvez aussi nous en rajouter peut-être un morceau, un autre morceau, pour montrer quand même un peu la panoplie de sons qu'on pourrait avoir avec vous. Ben, merci Nongo. Hein? Alors, je vais vous chanter une autre pièce tirée de l'album Anti-Célestine. Ce poème s'appelle Joal. Il a été écrit par Léopold Sédar Senghor, qui parle de son village, de ce qu'il nomme son royaume d'enfance. Waili, 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 waili. Waili, waili. Waili, yayo. Nu de sine. Waili, 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 waili. Waili, waili. Je me rappelle les signares à l'ombre verte des vérandas. Les signares aux yeux surréels comme un clair de lune sur la grève. Je me rappelle. Je me rappelle les fastes du couchant. Kumbando Fen voulait faire tailler son manteau royal. Je me rappelle les festins funèbres, fumant du sang des troupeaux égorgés. Du bruit des querelles, des rhapsodies, des griots. Waili, 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 waili. Waili, waili. Nuit de ciné. Merci beaucoup, Maïssa. Hein, merci Nongo. Je crois que c'était une bonne promenade extraordinaire. Hein, j'espère que vous continuerez le chemin que vous avez pris hein, entre voix, musique et errance, hein, si je comprends bien. Et puis, eh bien, pour notre très cher public, en Afrique, vous savez, on prend la parole pour après la rendre parce qu'on ne garde jamais la parole. La parole se prête toujours parce qu'on doit toujours la rendre. Donc aujourd'hui, les mots pour le dire,
c'est terminé. Rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.